Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h. Voici les titres. Les logements sociaux, bientôt une réalité à Calavi-Ouedo. Ce projet du gouvernement béninois reçoit l'appui de la Banque islamique et de développement. Suivez les précisions dans cette édition. Lutte contre le VIH-Sida, bilan et perspective pour l'atteinte des objectifs de 2020. C'est l'objet d'une rencontre internationale qui a lieu à Cotonou depuis ce matin. Jean-Claude James nous fait le point de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Opérationnalisation du projet Emploi Jeune. Les bénéficiaires de la commune de Ouida ont reçu les subventions de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de lancer leurs entreprises. Voilà pour le sommaire et on démarre avec ce démenti du procureur de la République au sujet de l'information faisant état d'un mandat d'amener contre le président Boni Yayi. En effet, la chaîne de télévision française France 24 aurait annoncé ce jeudi 20 juin sur son site d'information qu'un mandat d'amener a été délivré contre l'ancien président Boni Yayi. Une information qualifiée de fausse par le procureur de la République qui était face à la presse cet après-midi. À l'heure où je vous parle, M. Boni Yayi n'est visé par aucun mandat d'amener. L'information relayée par France 24 sur son site est donc fausse. Et à proprement parler, en droit, cette information ne correspond à rien dans notre système. C'est une véritable hérésie juridique parce qu'en droit positif béninois, le procureur de la République n'a pas le pouvoir de décerner un mandat d'amener. Seul le juge d'instruction, dans le cas qui nous concerne, peut décerner un tel mandat. Et je vous le répète, au moment où je vous parle, le juge d'instruction n'a pas émis un tel mandat parce que le procureur de la République n'a pas été saisi au fin de prendre des réquisitions dans ce sens. Pas encore en tout cas. Et donc, je ne sais pas d'où est-ce que cette information est partie. Il va falloir donc qu'on puisse vérifier où est-ce que cette chaîne-là a eu son information. Je suis certaine. C'est une fausse information. Allons au palais des gouverneurs où, après 2 reports successifs, les parlementaires ont fini par désigner ce mardi le représentant au sein du CIP-UEMOA, du Parlement de la CEDEAO et du Parlement africain, mais aussi de la Haute Cour de justice. Guillaume Avienne pour le point. Les députés votent pour la désignation de leurs représentants au sein des parlements sous-régionaux et institutions nationales. Un vote intervenu 2 semaines après la définition de la clé de répartition des membres des 2 groupes parlementaires en présence à l'Assemblée nationale devant siéger au sein des dites institutions. Et au terme du processus ce mardi, l'Union progressiste arrache 8 sièges, dont 3 au Parlement africain, 3 également au CIP-UEMOA et 2 au Parlement de la CEDEAO. Le bloc républicain, quant à lui, s'en sort avec 7 sièges à raison de 3 pour le Parlement de la CEDEAO, 2 pour les 2 autres parlements respectivement. Une particularité toutefois, pour la première fois, une députée appartenant au même groupe parlementaire, Sedami Romaric Médégan Fagla, va siéger simultanément au Parlement de la CEDEAO et du Parlement panafricain. À la suite de cette désignation, les votes pour les représentants du Parlement au sein de l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel et de la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale a adopté par 53 voix pour, 4 non et 0 abstention la liste de ces représentants au sein de l'APDP et de la Haute Cour de justice. Les députés devraient se retrouver ce jeudi pour achever le processus de désignation de leurs représentants au sein des parlements régionaux et des institutions nationales avec le vote pour l'élection des leurs au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme.
La 113e session ordinaire du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement se tient depuis ce matin à Cotonou, au siège de l'institution. À l'ordre du jour, des propositions de prêts pour le financement de divers projets de développement dans les pays membres. Ghislaine Pouguet, Benol Djogbe pour le reportage. La 113e session ordinaire du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement s'ouvre sur une note d'optimisme. Avec un taux de réalisation de son programme d'activité de 79% à mi-parcours, la banque est dans les meilleures dispositions pour atteindre la cible annuelle en francs CFA de 378 milliards 4 pour le terme de l'exercice en cours. Des agences de notation ont confirmé pour la 4e année consécutive les notes B AA1 stable pour Moody's et BBB stable pour Fitch dans la catégorie Investment Grade. Elles ont, une fois encore, attirer l'attention de la banque sur l'évolution prochaine de l'adéquation des fonds propres de l'institution. Ainsi, dans le souci de pérenniser l'adéquation des 10 fonds, il nous paraît essentiel que la question soit réglée dans le courant de l'exercice en cours. Au cours de la session, les administrateurs auront à se prononcer sur 14 propositions de prêts concernant notamment un programme d'appui au développement des économies locales, des projets d'infrastructures routières et aéroportuaires, un projet de réhabilitation, de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires, le financement d'un projet agro-industriel, la mise en place de lignes de refinancement, ainsi que 2 propositions de restructuration pour les prêts approuvés lors des précédentes sessions. Nous nous prononcerons par ailleurs sur la mise aux standards internationaux des politiques de la banque en matière de gestion environnementale et sociale dans le financement des projets, de vérification de la conformité environnementale et sociale, de règlement des griefs, de prévention et de lutte contre la corruption et la fraude dans les opérations de l'institution et de protection des lanceurs d'alerte. Christian Adovelandé a invité les administrateurs à examiner avec la plus haute attention les points inscrits à l'ordre du jour. D'une banque à une autre, retrouvons la Banque islamique de développement qui appuie le Bénin dans la construction des infrastructures sociales. Une mission de ce partenaire était hier, mercredi 19 juin 2019, sur le site de construction des logements sociaux à Calavi-Ouedo. Plus de précisions avec Zulkiful Salami, le chargé de mission du chef de l'État. Il est au micro de Jérôme Humbo et Ernest Tétégou. C'est une mission de la BID. Une mission lourde d'ailleurs, qui comporte ses membres, qui est arrivée dans le cadre de l'une des composantes fondamentales du programme d'action du gouvernement. Je veux parler de l'accès au logement de qualité. Ça fait partie également de ce qu'on appelle les ODD. En effet, l'habitat social de qualité et à moindre coût, fait partie des objectifs de développement durable. La mission est arrivée dans le cadre des procédures normales de ce que nous appelons le cycle de projet. C'est-à-dire qu'elle vient pour procéder à l'évaluation de ce projet. Des études de projet, des études de base ont été effectuées, des études de faisabilité, mais il est important, et ça c'est les procédures, qu'une mission arrive du siège et vienne faire les analyses et assurer les corrélations entre ce que disent les études, la réalité du terrain, et combler les gaps pour améliorer l'architecture globale du projet. Alors, on doit rendre hommage, bien sûr, au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, parce que c'est l'expression même du nouveau dynamisme qu'il a voulu impulser à la coopération, non seulement avec la BID, mais d'une façon générale avec les fonds et banques arabes. On ne peut pas parler d'un projet sans venir maintenant sur le site. Le site est une référence tout à fait importante pour voir réellement la réalité du projet lorsqu'elle sera réalisée, quelles sont les contraintes possibles. Il y a le problème par exemple de la viabilisation, l'amener de l'électricité, de l'eau, les voies et réseaux divers, le problème des collectifs, des infrastructures collectives. Donc cette mission, elle est sur le terrain aujourd'hui, elle est très satisfaite de ce qu'elle a vu, elle a posé des questions d'éclairage et les réponses adéquates continueront d'être fournies jusqu'à la fin de la mission. Alors qu'est-ce qui se passera après? Lorsque la mission a terminé ses travaux ici au Bénin, elle va produire ce que nous appelons un rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation maintenant va suivre les structures décisionnelles de la banque pour atterrir finalement au conseil d'administration. Donc nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que cette mission ait le maximum de données afin qu'elle puisse effectivement faire un rapport de qualité. Sur le plan du principe, c'est un projet absolument prioritaire pour le Bénin, pour le programme d'action du gouvernement,
Et ça, c'est un acquis fondamental. Maintenant, si on met assez d'ingrédients, assez d'éléments qui permettent davantage d'envoyer la viabilité, bien sûr, nous aurons le maximum de ressources de la Banque islamique de développement pour ce projet. Et non seulement cela, si ce projet marche très bien, nous avons des chances d'avoir une phase 2. Et au-delà de la phase 2, nous avons des chances également d'avoir les autres bailleurs de fonds du groupe de coordination qui viennent s'arrimer à la BID pour financer d'autres volets ou d'autres composantes du programme d'habitation, du programme d'habitat proposé par le gouvernement. Et cela, ce sera une très bonne chose, car c'est une nécessité. Non seulement au Bénin, mais pratiquement dans tous les pays. Dans toutes les agglomérations urbaines, le problème de l'habitat est un problème absolument central. Donc le chef de l'État prend à bras le corps ce dossier et je suis sûr que nos collègues de la BID, l'équipe est dirigée par le directeur régional basé à Abuja, sont satisfaits d'ores et déjà de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont récolté comme information. Et Inch'Allah, dans un avenir pas très lointain, le projet ira au conseil d'administration, il sera approuvé et puis nous aurons la satisfaction de voir les travaux démarrer. Mais l'objectif global, tel qu'il est affiché dans le programme d'action du gouvernement, c'est 20 000 logements, toutes catégories confondues. Le président de la Banque islamique de développement tient à cœur vraiment à répondre aux besoins de notre gouvernement et à travers surtout ce que nous appelons les projets structurants et également les projets sociaux. Nous sommes ici dans le secteur social, ça impacte les populations et ça permet de montrer que le Bénin est réellement en phase avec les objectifs de développement durable et même en avance sur certains secteurs. C'est ce que nous constatons actuellement. Donc il est de bon ton de rendre hommage au président Bandar, président du groupe de la Banque islamique de développement à Guéda. Cotonou accueille le 20 et 21 juin 2019 la 42e session ordinaire du Conseil d'administration de l'École supérieure multinationale des télécommunications ESMT de Dakar. En marge de la tenue de cette session, le ministre de l'économie numérique et de la communication organise un panel de haut niveau sur les enjeux des formations supérieures et professionnelles au métier du numérique. Et en prélude à ce panel, nous avons tendu notre micro au directeur de l'ESMT, M. Adamou Moussa Saleh. Il revient ici sur les opportunités de ce centre d'excellence ouvert aux Béninois qui désirent se faire former. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types de formations. D'abord, je tiens à affirmer que nous avons adapté nos formations par rapport au cursus LMD. Donc, nous avons des formations de licence dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de l'économie numérique. Nous avons des formations de master professionnel, aussi bien technique que management. On a aussi créé une école doctorale avec le partenariat de l'UCAD, qui est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. L'ESMT s'est beaucoup adapté dans le cadre de la transformation digitale. Et dans ce sens, l'année dernière, nous avons fait une refonte totale de nos programmes. Donc, nos cursus sont très orientés économie numérique. Donc, avec la tendance du big data, avec la tendance de l'IoT, avec la tendance de la cybersécurité, nous avons ouvert des formations, des programmes en formation initiale, mais il ne faut pas oublier aussi ce qu'on a. Nous avons des formations continues, nous avons des formations à la demande, et il y a des formations qui sont adaptées dans le cadre des demandes inter-entreprises. Pas se le cacher, aujourd'hui les entreprises ont des exigences beaucoup plus fortes. Si je prends le cas de la cybersécurité, les entreprises ont besoin des compétences pour la mise en place des schémas directeurs. Si je prends aussi le cas du big data, les entreprises ont besoin des compétences pour exploiter les données de masse pour les prises de décision. Et donc l'ESMT est à la disposition des grandes entreprises, des pays, pour les monter en compétences dans les nouvelles thématiques de l'économie numérique. Aujourd'hui, on parle de mobile money. L'ESMT a des cursus non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan management, pour donner vraiment des arguments de prise de décision aux managers. Le Bénin fait partie des pays créateurs de cette école, et donc les Béninois sont tout à fait les bienvenus dans notre établissement sous-régional. Au-delà des présentations et des approbations qui sont requises, nous avons des enjeux. Une école comme l'ESMT a besoin aussi d'être à la hauteur des attentes de nos pays, aussi de la transformation digitale. Donc nous avons besoin d'investissement. C'est l'occasion pour nous d'échanger avec nos décideurs qui sont présents actuellement sur les choix, les modèles de financement. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles de financement. Nous allons leur soumettre nos différents scénarios, avoir leur approbation pour que l'ESMT puisse demain répondre aux attentes de nos pays.
Avant de poursuivre, nous portons à votre connaissance que juste après ce 20h, vous pouvez suivre un plateau spécial sport en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui démarre demain sur nos antennes. Des organisations de la société civile ont vu leur projet financé par le gouvernement béninois et l'Union européenne dans le cadre du projet Appui à la justice. Les chèques ont été remis au cours d'une cérémonie officielle qui a connu la présence du garde des Sceaux et les projets devront participer entre autres au renforcement de la justice et à son accès équitable. Reportage. Suite à des appels à propositions lancés dans le cadre du projet Appui à la justice, des projets ont été sélectionnés pour financement. C'est pour la signature des contrats et la remise des chèques que se tient la présente cérémonie, œuvre du gouvernement béninois et de l'Union européenne. La présente cérémonie est donc la preuve de la vitalité de la coopération entre notre pays et l'Union européenne et reflète l'engagement de ce partenaire à œuvrer aux côtés du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. 12 contrats signés impliquant 26 organisations de la société civile pour un montant en francs CFA de 520 957 000. Ce chiffre correspond à environ un huitième de toute la dotation financière des projets de l'appui à la justice et donc un programme ambitieux qui vise à soutenir l'ensemble du système de la justice béninoise. Il est question, entre autres, de l'accès équitable à une justice de qualité, de l'insertion et de la réinsertion sociale, objectif poursuivi par le projet d'appui. Le projet d'appui à la justice, financé à partir des ressources du 10e Fonds européen de développement, mis à la disposition de notre État à travers la convention de financement, s'inscrit dans l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle et du programme d'action du gouvernement. Il vise de façon prépondérante au renforcement de l'état de droit, à la promotion de la démocratie au Bénin, à travers l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption et le respect des droits de l'homme en général. Les 12 projets sélectionnés sont issus de 81 candidatures. Elles vont de l'animation culturelle dans les prisons et maisons d'arrêt au renforcement des connaissances sur les infractions et procédures pénales. Les récipiendaires se disent fiers d'avoir été retenus. Au-delà de la fierté que nous ressentons logiquement en étant retenus comme bénéficiaires de subventions à la faveur de l'appui de l'Union européenne, notre joie s'explique aussi par le fait que la mise en œuvre effective des projets sélectionnés permettra de soulager un tant soit peu les peines des populations dont les besoins à satisfaire sont énormes, surtout dans le secteur de la justice. Le garde des Sceaux a attiré l'attention au cours de la cérémonie sur la bonne gestion des ressources financières allouées. Le PEJ, entend des projets d'emploi jeunes, entre dans sa phase pratique et opérationnelle. Il consiste en la subvention financière des petites entreprises de la jeunesse et des personnes défavorisées. L'Agence nationale pour l'emploi a donc procédé à l'octroi officiel des dites subventions et c'était ce mardi à la mairie de Ouida. Le reportage est signé Océane Amoussou et Michel Legbe. Ils sont 130 jeunes à bénéficier de cet octroi de subvention du programme Emploi des jeunes, deuxième passage. Un projet du gouvernement béninois qui entre dans le cadre de sa mission de réduction du sous-emploi et de l'extrême pauvreté. La volonté du gouvernement de lutter contre le chômage et le sous-emploi auquel nombre de jeunes béninois sont confrontés est manifeste. Au total, chers parents, 3 113 308 980 francs CFA auront ainsi été injectés dans l'économie au niveau local et national pour la promotion de l'emploi et la mise en œuvre d'activités économiques dont les bénéfices profiteront aux couches les plus vulnérables. Chaque bénéficiaire a reçu un montant de 200 000 francs non remboursables par un mode de transfert spécial retenu de commun accord avec l'opérateur de téléphonie mobile MTN, ce qui leur permettra de retirer cet argent via le service MTN Mobile Money. Il faut se réjouir que le projet a été conduit
à bon port qu'aujourd'hui, tous les objectifs du projet sont pratiquement atteints. Et nous sommes donc satisfaits que les bénéficiaires entrent aujourd'hui en possession de leur subvention, ce qui n'est pas un crédit, qui devra leur permettre de créer leur entreprise, leur micro-entreprise, afin que dans les 77 communes, l'économie locale puisse prendre. Le strict suivi et l'aboutissement des projets de ces différents bénéficiaires reste l'ultime défi à relever. Nous avons un défi à relever ensemble afin d'impacter toute notre jeunesse et de mettre face à sa responsabilité. Ceci est le seul gage d'une paix durable dans notre pays. Financé par le budget national et la Banque mondiale, le projet emploi des jeunes a été initié pour combler un vide, celui de la faible valorisation du potentiel artisanal des jeunes. Le dit projet a une envergure nationale et couvrira à terme les 77 communes du Bénin. Les parties prenantes à la lutte contre le sida marquent une pause pour apprécier les efforts de chaque pays. Un atelier international se déroule à Cotonou et tous les regards sont tournés vers les objectifs de 2020. Le point de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce matin, c'est avec Jean-Claude James. À l'horizon 2020, 90% de personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique. De toutes les personnes infectées et qui sont dépistées, 90% reçoivent un traitement antirétroviral durable. Et parmi elles, 90% ont une charge virale durablement supprimée. Des objectifs ambitieux, sauf qu'en Afrique francophone, à 1 an de l'échéance, la progression vers les cibles 90-90-90 a du plomb dans l'aile par endroits. D'où cet atelier pour corriger le tir. La réponse positive et spontanée des différents pays ici représentés pour participer à cette rencontre de Cotonou nous réjouit énormément. J'ai le ferme espoir qu'une saine émulation a progressé pour relever les défis de l'échéance 2020 naîtra. 15 pays sont à Cotonou pour un exercice de partage d'expériences. À leur côté, les laboratoires Roche. Nous aussi, Roche, on vient pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'on ne fait pas bien dans cet accompagnement. Parce que ce qu'on évite, c'est de venir avec arrogance en disant voici les solutions. Nous, Roche, on en a. Non, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas notre approche. On veut d'abord savoir qu'est-ce qui est bien fait et qu'est-ce qui n'est pas bien fait pour qu'on s'améliore. Si en fin 2017, la cascade de traitement, selon les données publiées par l'ONU-SIDA, est de 75, 59, 47 dans le monde, en Afrique de l'Ouest et du Centre, elle est de 48, 40, 29, avec des disparités entre les pays. Je me réjouis d'avance de savoir que cet atelier sera un creuset de partage d'expériences entre pays, de sorte à aider ceux qui sont en retard à s'améliorer afin que nous soyons tous au rendez-vous des 3x90 en 2020. Au-delà de 2020, la lutte pour l'élimination de l'épidémie du VIH-Sida nécessite une veille permanente. Restons dans le domaine de la santé pour signaler que la drépanocytose est une maladie génétique la plus répandue au monde. Et pour éviter les stigmatisations des personnes atteintes, une journée lui est consacrée et c'est la journée du 19 juin. À l'occasion de cette journée mondiale, l'association We Are One a fait don de plusieurs produits médicaux aux nécessiteux dans les locaux du CNHU ce mercredi 19 juin. Monique Toron et Estelle Dokonou pour le reportage. Des médicaments pour la prise en charge des drépanocytaires. C'est un don de l'association We Are One, un groupe d'étudiants de la faculté des sciences de la santé FSS, à l'endroit d'une autre association sœur, celle des jeunes engagés contre la drépanocytose. Le groupe We Are One a voulu en ce jour apporter son soutien aux personnes drépanocytaires. Et c'est cela qui nous a motivés à nous rapprocher de l'association Jeunes engagés dans la lutte contre la drépanocytose pour avoir une idée de leurs besoins. Et c'est pour répondre à ces besoins que nous avons proposé ce don. Le don est essentiellement composé de solutés de réhydratation
avec les unions qui vont avec, pour aider dans la prise en charge des crises chez les patients. Nous avons également apporté des antalgiques, des lunettes à oxygène pour aider toujours dans la prise en charge. C'est un geste pour soulager les peines de ces couches vulnérables, ces personnes atteintes de cette maladie dont on célèbre ce 15 juin la journée. Ils ont décidé réellement de nous accompagner, le groupe We Are One, et je tenais réellement à les remercier parce que c'est pas facile. Beaucoup de personnes ne sont pas sensibles comme ça. Il est vraiment de bon temps pour nous de changer la mentalité des gens à travers ce qu'ils pensent de cette maladie. C'est pour ça que l'association est mise en place pour essayer de déconstruire un peu les préjugés sociétaux qu'on a un peu partout. Occasion pour le directeur du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose du CNHU de lancer un appel aux autorités béninoises. Mais avant, il n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je ne suis pas sûr que vous pourriez mesurer l'intensité de mon émotion en ces instants-ci. Il faut que les autorités, en particulier que ce soit de la santé du pays, fassent en sorte que la drépanocytose sorte de l'ombre, qu'on puisse réellement faire ce qu'on doit faire pour que ces personnes qui sont atteintes de drépanocytose ne soient plus des sujets exclus de la société. We Are One et les jeunes engagés contre la drépanocytose sont des associations humanitaires qui viennent en aide aux personnes démunies, essentiellement aux sujets atteints de la dite maladie. Un combat qu'elles mènent depuis plusieurs années. Un regard dans le secteur de l'éducation. Les examens de fin d'année constituent pour la plupart des candidats une période de stress permanent. Mais ils ne sont pas les seuls. Parfois, leurs parents le sont encore plus, ce qui conduit certains à faire pied de grue devant les centres de composition les jours d'examen. Ariane Da Silva et Michel Egbert ont rencontré quelques-uns au démarrage du baccalauréat session de juin 2019. Assise sur sa moto, tête baissée. C'est le moyen qu'a trouvé cette maman de candidat au bac 2019 pour passer le temps. Un peu plus loin, d'autres parents de candidats qui ont pris quartier à la devanture du centre de composition du collège d'enseignement général de Zogbo à Cotonou. Le scénario est le même dans plusieurs autres centres de composition, mais les parents ont leur raison. Bon, il faudrait qu'on soutienne les enfants, c'est pourquoi je suis là. Bon, je suis là, j'attends le lancement avant de rentrer. Là, je suis très sûr que ma fille a bien commencé. C'est pour que les enfants sachent que les parents sont à côté. Quand je suis arrivé ce matin au centre de composition avec mon enfant, je l'ai accompagné jusqu'à la salle. C'est après cela que je suis venu m'asseoir ici. J'attends le lancement des épreuves. J'ai amené mon garçon à l'examen. Je l'ai amené pour être tranquille. Je suis un peu stressée parce que comme je l'ai amené maintenant, je ne sais pas s'il aura besoin de quelque chose. Mais comme je suis là maintenant, tout à l'heure même, il est sorti. Quand je l'ai vu sortir de l'établissement, j'ai couru vers lui pour lui demander qu'est-ce qu'il veut. Il est venu payer biscuits et de l'eau. Donc, c'est pour ces choses-là que je suis là. Du côté de l'administration, le constat est effectif et la stratégie développée est la sensibilisation. Toute une journée et même plus d'une journée. Si l'examen dure N jours, ils font les N jours et sont décidés à. On remarque particulièrement au Bénin que nous sommes très attachés à la progéniture. Et c'est vrai, on doit être attaché, mais pas jusqu'au centre d'examen. Mais ça peut avoir des impacts peut-être négatifs aussi, parce que l'enfant aurait souhaité, ou l'élève aurait souhaité peut-être que son père ou ses parents soient peut-être autour de lui en classe. Donc il faut quand même commencer par laisser une indépendance, à mon avis, aux enfants, aux élèves, j'allais dire. Parce qu'en fait, les compétences de la vie, on les construit lorsqu'on rencontre des obstacles. Lorsque je rencontre des obstacles et je réfléchis, j'affronte, là, je suis sûr que là, je vais construire. Donc, il faut que les parents, quand même, fassent l'effort sur eux.
Je les sensibilise, si moi je les rencontre, je les sensibilise. Accompagner les enfants jusqu'au centre de composition, c'est bien, mais assurer progressivement leur autonomisation, c'est encore mieux, selon des acteurs du secteur de l'éducation. Les courtiers d'assurance de la zone du CIMA, entendez conférence interafricaine des marchés d'assurance, tiennent depuis ce lundi leur 13e Assemblée générale à Cotonou. Et pour cet énième rendez-vous de partage de connaissances, le numérique s'invite dans les débats. La rencontre est organisée par l'Association des courtiers d'assurance du Bénin, membre de la Fédération interafricaine des assureurs conseils. Rebecca Kendiaoundé. Dans sa révolution, le numérique s'impose et embrasse tous les domaines. Une multitude de secteurs d'activité sont pris en compte. Ils l'ont compris, ces experts du monde des assurances. Voilà pourquoi leur 13e Assemblée générale se consacre au thème « Contribution du courtage dans l'émergence de l'industrie des assurances dans la zone CIMA à l'ère de la révolution numérique ». Le secteur des assurances est actuellement fortement impacté par la révolution numérique à travers la digitalisation et l'intelligence artificielle, entraînant un peu partout une profonde métamorphose affectant ainsi toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la distribution. Au niveau de la FIAC, nous avons conscience que le courtage sera le secteur le plus impacté par ce phénomène, eu égard à l'émergence de nouveaux canaux de distribution promus par la digitalisation. Cette nouvelle donne est perçue par certains acteurs comme une menace pour le courtage traditionnel et par d'autres comme une opportunité pour le secteur. Ce sera l'occasion pour nous de savoir si celui-ci survivra à la révolution numérique. Deuxièmement, si la réponse est négative, le courtier digital pourrait-il être une locomotive pouvant entraîner l'industrie des assurances vers l'émergence? Des questions auxquelles ces membres de la Fédération interafricaine des assureurs conseils FIAC tenteront de trouver des réponses. Une association créée depuis 2005 à Bamako. C'est fort du rôle socio-économique de l'assurance dans le développement des nations que les autorités politiques des pays de la zone franc ont mis en place une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les États africains à travers le traité de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Dans cette optique, la Fédération interafricaine des assureurs conseils a été créée et regroupe les sociétés de courtage d'assurance des pays membres de la CIMA avec pour objectif de rendre plus représentatifs et visibles les courtiers d'assurance dans les instances de décision du secteur des assurances. Plusieurs panels sur différentes thématiques sont prévus. Ils permettront à ces assureurs de métier de trouver la passerelle idéale entre l'intermédiation financière et le courtage d'assurance à l'ère du numérique. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 20h. Juste après moi, suivez un plateau spécial sport en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui démarre demain. Merci à chacun et à tous pour votre aimable attention et bonne suite des programmes de l'ORTB.